30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je suis avec Mona. Bonjour. Ah ben voilà. Et parce que c'est notre deuxième essai, parce que Mona est très stressée. Mona m'a prêté la BD de Vernon Subutex pour poser mon trépied et c'est beaucoup trop cool. Mona, je crois qu'on se connaît depuis 10 ans. Oui, on s'est rencontrés à la fac. À la fac, et je vais te laisser te présenter pour les gens. Ok. Donc je m'appelle Mona, j'ai 30 ans. Je les ai eus il y a un mois à peu près. Donc moi aussi, je viens de franchir le cap. Je suis actuellement en reconversion puisque j'étais prof pendant 8 ans, quasiment, avec, je veux dire, une envie mitigée d'exercer en tant qu'enseignante. Donc moi aussi, j'ai eu plusieurs déclics il y a quelques temps, donc à titre professionnel et personnel, qui m'ont poussée à m'interroger sur ce que je voulais faire et être et devenir et tout ça. Ok. Et du coup, c'était quoi ton parcours d'études brièvement ? Alors, brièvement, j'ai passé un bac L. J'ai intégré une école préparatoire, enfin une classe prépa pendant 2 ans. Ensuite, j'ai intégré une 3e année de licence à la fac de langue à Nantes, où j'ai rencontré Lisa, ici présente, en face de moi. C'était une année riche en événements festifs, essentiellement. Essentiellement. Ensuite, j'ai à nouveau bifurqué en master. J'ai fait un master donc destiné à devenir enseignante, en suivant des impératifs plutôt familiaux. Voilà, donc un master de lettres. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une phobie scolaire. Donc j'ai eu du mal à rester assidue. J'ai quand même eu mon CAPES. Et donc je suis rentrée de manière un petit peu particulière dans le métier, en niant vraiment mon envie profonde qui était de faire autre chose. Voilà. Ok, et ça donne quoi 8 ans d'enseignement ? Parce qu'on sait que c'est pas trop la joie là pour les profs. Ça fait quoi 8 ans d'enseignement ? Alors ça fait 2 ans de dépression. Ok, non, mais c'est... Non, c'est vraiment une blague, mais ça va. Alors 8 ans d'enseignement, en sachant que je n'avais pas la vocation, c'est pareil, c'est mitigé. Je peux pas dire que ce soit que j'en tire que du négatif. À la fois, j'ai bien aimé le rapport que j'ai pu avoir avec des élèves. J'ai appris beaucoup, y compris sur moi. Et j'ai appris aussi qu'effectivement, c'est un métier où en fait nos classes reflètent un petit peu ce qu'on est. Donc si on va pas bien du tout, ça va pas le faire. Et inversement, si on est mieux. Bref, j'ai noué des relations assez fortes parfois et j'ai des souvenirs assez touchants. Mais ça n'a pas suffi en fait à me faire rester, dans le sens où je trouvais ça épuisant. Je trouvais que c'était stressant au quotidien, les conditions étaient difficiles. Il y a peu d'adaptation au monde réel en quelque sorte dans les programmes qui sont proposés, dans les conditions dans lesquelles on doit justement les appliquer. Oui, il y a vraiment un fossé entre ce que les élèves semblent attendre et ce que nous on leur propose. Et c'est très difficile au bout d'un moment, quand soi-même on n'y croit plus, de leur dire non, tu fais ça ou sinon voilà, ou sinon t'es puni, ceci, cela, enfin
J'en étais malade à la fin de donner toutes ces injonctions auxquelles moi-même je ne croyais pas. Et d'être, d'obéir à un cadre qui ne me correspondait pas du tout. Voilà, mais malgré tout, j'ai tenté des choses avec eux, c'était avec les élèves parfois qui étaient sympas. Il y a des établissements qui proposent des projets assez intéressants, mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui peut-être de changer beaucoup, beaucoup de choses dans le système éducatif. Voilà. Et t'as l'impression que vous êtes bien préparé quand vous êtes formé pour être prof? Alors, pas du tout. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai détesté ma première année de master, ou ma deuxième, je sais plus, enfin les deux, c'était pas terrible. Je trouve que c'est totalement, c'est très abstrait. Ça fait des années, a priori, que le corps enseignant se plaint quand même de la façon dont il est formé à aller sur le terrain. Mais les choses n'ont pas beaucoup évolué visiblement, d'après les témoignages que j'avais eus. On est mal formé dans le sens où souvent les formateurs ne sont pas profs ou n'ont jamais été profs avec des adolescents comme nous pouvons l'être. Et ils ont une idée assez abstraite en fait, de la façon dont, voilà, dont on peut procéder, dont les choses sont accueillies par eux, quoi. Voilà. Ok, donc bon, un résultat mitigé, des bonnes relations avec certains élèves, un manque de formation là-bas. Oui, bon, après ça reflète globalement ce qui est dit par tous les enseignants. Et du coup, là, en pleine reconversion professionnelle, donc tu quittes l'éducation nationale, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. J'ai fait une demande de rupture conventionnelle. Donc il m'a fallu un petit peu m'armer de courage pour... Ouf, ça c'est un peu une phrase de prof de français. C'est un peu une phrase de prof de français. Mais j'ai eu du mal à sauter le pas, mais je l'ai fait. Donc je suis en attente d'une réponse et d'un futur entretien. Il faut que ce soit accepté, parce que la réalité c'est qu'ils n'en acceptent qu'une sur 5 a priori. Voilà. Mais dans tous les cas, moi je suis prête à faire autre chose. Donc si je dois démissionner, eh bien je le ferai. Non, mais c'est très bien. Bon, mais ok, mais on va souhaiter que ça soit plutôt concluant et que tu arrives à aller vers un truc qui te fait plus de bien. Et ben du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc 30 ans, ça y est. 31 30 31 30. J'avais envie de... Ça va, laisse-moi être dans le déni. Je peux t'insulter ou... Tu peux m'insulter. Vraiment, on n'en est plus là, de toute façon. Alors, donc 30 ans, pardon. Désolée, excuse-moi de t'avoir vieilli. Oui, excuse-toi. 30 ans. Et ben, ça tombe bien parce que c'est le podcast. C'est ça. Et du coup, 30 ans... Donc là, tu parles donc 8 ans dans l'enseignement, master, des états effectivement un peu dépressifs ou douloureux pendant ta période d'enseignement. C'est un peu la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, 30 ans, si on compare à la Mona de 20 ans que j'ai rencontrée Cette folle que j'ai un peu jugée brièvement à l'entrée à la fac. Et voilà, finalement, ça n'a rien donné parce que 10 ans après, je suis encore chez toi. Et tu es folle aussi. Et je suis folle aussi, je pense que finalement on se retrouve là-dedans. Alors, le rapport à soi, j'entends, c'est quoi aujourd'hui ton rapport au mental, par exemple, ton rapport à ton corps, aux relations amoureuses, on en parle souvent. D'ailleurs, tu as été mon grand déclic pour ce podcast. Force de rabâcher 10 fois la même chose autour d'un verre de vin. Force d'expérience pourrie. C'est ça crée des idées. Il faut bien créer un exutoire. Ça crée du lien aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que ça donne si tu compares à la Mona qui avait 20 ans 10 ans plus tard, c'est quoi le rapport à toi-même dans ton fonctionnement? Oui. Alors, effectivement, moi, ce qui me satisfait, si je dois parler du positif, c'est de constater à quel point j'ai évolué en 10 ans, mentalement surtout. Mais bon, ça, du coup, ça a impacté tout le reste, j'espère favorablement. À 20 ans, j'étais fougueuse, violente, j'avais absolument tout à régler, comme je pense beaucoup d'entre nous.
je ne prenais absolument aucune décision concernant ma vie tout court, donc professionnelle, personnelle. Je laissais toujours les choses venir à moi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu mes relations merveilleuses sur le plan sur le plan amoureux, pardon. Donc oui, à 20 ans, voilà, à 20 ans, je pense que c'est à peu près là que je t'ai rencontrée, Lisa. Donc j'étais très portée par contre, j'étais très intéressée par beaucoup de choses, la culture, la politique, l'art, plein de choses. Donc là-dessus, j'espère avoir gardé cette curiosité intellectuelle, mais par contre, intérieurement, je ne faisais absolument aucune remise en question, je me laissais porter par tout ce que je vivais. J'étais très arrogante aussi, et ça a changé, j'espère, en tout cas. Je garde un peu de mépris pour Lisa, par exemple. Ah ouais? Bah faut qu'on en parle après le podcast. Non, je rigole. Super! Une amitié donc qui part sur des très mauvaises bases que j'ignorais manifestement. Je rigole. Voilà. Et puis mon rapport à mon corps, par contre, donc, alors moi j'ai toujours, j'ai eu une période un petit peu stéréotypée. Je voulais absolument, pour me sentir féminine, je pense, correspondre à des clichés. Donc à 20 ans, justement, j'étais très blonde platine, alors que je suis plutôt châtain blond. Je portais des vêtements très moulants, des jupes très 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 courtes. J'ai absolument rien contre ça aujourd'hui, et je peux en porter aussi encore, ça m'arrive, mais c'était pas conscient, c'était vraiment j'étais dans une espèce de revanche permanente sur, je sais pas, je peux pas trop l'expliquer, mais j'avais l'impression que donc je m'habillais de façon à ce que malheureusement à ce que ce soit remarqué. Et puis ensuite, donc je me faisais insulter, puis bien sûr j'étais tellement en colère que je ripostais violemment. Alors ça ne justifiait absolument pas le fait que moi, comme tant d'autres, on se soit fait agresser ou emmerder, mais voilà. Aujourd'hui, ce qui a changé dans mon rapport à moi, c'est que je privilégie le confort, en fait, le bien-être, et donc ma façon de m'habiller, forcément, j'en tiens compte. C'est-à-dire que les talons hauts, j'adore, mais je peux pas les porter tout le temps. C'est tout bête, les jupes trop serrées, il y a plein de choses que je m'imposais au quotidien que j'ai laissées tout simplement par souci de gagner en confort. Voilà. Je m'aime plus qu'avant. Oui, je pense que je me haïssais, mais je le savais pas. Voilà, je m'aime. Enfin voilà, c'est bizarre comme phrase, mais je m'aime Non, bien. c'est hyper bien. Attends, c'est un long cheminement de bien s'aimer. Déjà de bien s'aimer. Les gens disent faut s'aimer. Oui, voilà. Je trouve que bien s'aimer, c'est pas mal déjà. C'est ça. Voilà, Et du coup, tu parles d'une relation de confort. Donc, est-ce qu'il y a un détachement du regard masculin, du coup, par le choix de plus correspondre à un stéréotype ultra féminisé Pas encore. Pas encore, je pense pas en être à ce stade. Je pense qu'il y a toujours la dimension je veux me plaire à moi, puis je veux plaire à l'autre. Et je pense que je suis pas encore au stade du détachement, mais beaucoup plus. Ok. Bon, ben non, mais c'est déjà bien. Et comme tu disais, on va quand même repasser le message. Peu importe comment vous vous habillez, ça ne justifie aucune agression. Bien sûr. Ni verbale, ni physique. Oui, j'espère que je ne me suis pas trop mal. Non, pas du tout. Au contraire, mais c'est bien de le rappeler. Quelle que soit la façon que vous êtes vous habiller, personne n'a à vous dire ou à juger vos habits. Malheureusement, s'habiller d'une certaine façon, on sait que ça peut attirer des profils globalement masculins pas très cool. Et sur le point de vue mental, tu disais que donc, tu te haïssais avant, là ça va mieux, tu t'aimes bien, comme tu dis. Non mais c'est bien, moi je trouve ça incroyable. Il y a des gens qui font appel à plein de trucs, c'est vrai qu'on en parle souvent toutes les deux, que ça soit donc, la thérapie, ça peut être la sophro, pour plein de choses. Est-ce que c'est des trucs qui te parlent, auxquels tu fais appel ? Étant donné l'argent que je dépense là-dedans, ça me parle un petit peu. Oui, alors effectivement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai atteint un état dépressif assez avancé, c'est la sophrologie d'abord, pour essayer
justement de me reconnecter un petit peu à mon corps, apprendre à respirer tout simplement, parce que ça j'avais désappris pendant des années, et puis bien sûr la psychothérapie ou tout ce qui est de l'ordre de l'hypnothérapie et tout ça, je suis encore suivie, et ça a occasionné en fait des déclics, et puis surtout des changements en fait dans ma façon d'appréhender beaucoup de choses dans ma vie. Donc je me suis défait de certains mécanismes de pensée que j'avais. Voilà, j'apprends comment dire, à considérer ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et c'est encore long, mais voilà. Voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'à 20 ans, tu aurais été plus réfractaire à aller vers ce genre de choses, comme même le plus basique qui est la thérapie, en fait, qui est ce qui est plus accepté maintenant? Parce que je sais que le rapport au mal-être mental était différent il y a 10 ans, on en parlait vachement moins. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus courant et beaucoup plus OK. Ou peut-être parce que c'est parce qu'on a 30 ans et que si à 30 ans, t'as pas eu de psy, c'est un peu comme cette Rolex avant 40 ans. Je pense qu'à 30 ans, t'as eu le combo burn-out, dépression, psy, plus ou moins. Ou alors, ça va venir. Ou ça va arriver, ça va arriver. Est-ce que tu penses que ça nous amène à nous remettre plus en question, ces états-là de détresse émotionnelle profonde? Et est-ce que du coup, il y a un combo où c'est à la fois plus accepté de voir un thérapeute aujourd'hui? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que le fait qu'on ait eu cette détresse nous amène à prendre les mains tendues un peu plus facilement? T'as raison, c'est peut-être contextuel, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais quand même déjà entamé des démarches pour chercher à me faire aider. Donc, j'étais pas réfractaire. Je me souviens que j'avais la curiosité d'y aller, j'avais pas forcément d'orgue. Pourtant, toute ma famille était vraiment... Enfin, toute ma famille. Une bonne partie de ma famille était plutôt... comment dire contre toute forme de thérapie. Ils avaient beaucoup de préjugés sur la fonction. Donc j'ai vraiment vécu en ayant reçu une éducation qui considérait les psys comme des charlatans, des gens qui ne sont pas là pour t'aider. Et malgré ça, même à 20 ans, et malgré mon milieu, j'avais essayé, mais je me souviens que j'avais pas les sous. Et donc oui. Après, j'avais vraiment laissé de côté. Et puis aussi parce que je pense que j'étais pas prête. Mais oui, je pense qu'il y a des trucs qu'on n'entend pas à 20 ans. Pas du tout. Écoutez, vous avez des mécanismes de défense? Pas du tout. Ouais, d'accord. Donc oui, je pense qu'il y a contextuel, il y a un truc contextuel et il y a un truc de l'âge. Moi, j'ai l'impression que tous les gens autour de moi sont un peu suivis par plein de gens différents. Et c'est plutôt cool de se remettre en question. Et juste avant, tu parlais donc de ton schéma amoureux où tu en faisais un bilan mitigé là aussi. Est-ce que elle vient de mimer un flingue sur la tempe, sachez-le. Non. Alors non, mais puisque tu es en thérapie, du coup je pense qu'un peu comme tous les gens en thérapie, tu conscientises mieux, tu disais justement tu balises mieux ce que tu veux ou pas. Donc je pense que c'est pareil dans les relations amoureuses. C'est quoi là le bilan on va dire sur les 10 dernières années de relations amoureuses? T'en es où? Qu'est-ce que t'en tires même de toi, de ton fonctionnement? Oui. Alors, je pense que j'ai été très longtemps en dépendance affective. Donc, j'ai commencé à me mettre en couple très jeune. À 16 ans à peu près, j'étais vraiment en couple, un peu comme beaucoup de gens, vouloir reproduire le schéma parental. Donc, mes parents se sont rencontrés très jeunes. Pour moi, il était évident que j'allais finir ma vie avec ce premier homme. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Globalement, j'ai eu des relations plutôt toxiques et violentes. Donc d'ailleurs, justement, mon premier petit copain, donc plutôt le deuxième, ou 12e, pardon. Non, ma relation la plus longue, on va dire, à partir de 16 ans, s'est soldée par vraiment des violences chroniques, donc physiques surtout. Et ensuite, quand j'ai quitté cette personne, je n'ai pas été accompagnée, je n'ai pas été aidée. En fait, voilà. Donc, tu veux dire par tes proches? Non, pas du tout. Enfin, mes proches, pour ceux qui l'ont su, étaient beaucoup dans la compassion, mais ils n'avaient pas les clés pour m'aider comme aurait pu le faire un psy, par exemple. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidée.
J'avais pas vraiment confiance en moi, donc en fait, j'ai enchaîné plus ou moins les relations de couple longues, en quelque sorte. Je n'ai eu que ça entre, on va dire, mes 16 et mes 28 ans. Voilà. Que des relations avec un peu de violence à chaque fois, ou plus ou moins? Ben, la dernière ayant duré 5 ans, c'était vraiment une relation violente sur le plan psychologique. Voilà, qui m'a conduite justement à l'état dépressif que j'ai connu. Voilà. Après, non, j'ai eu des relations courtes qui n'étaient pas forcément violentes, mais en tout cas, en ce qui concerne mes relations longues, oui, il y avait toujours une forme de violence ou de toxicité, quelque chose de pas sain. Voilà, donc bien sûr, j'ai pris conscience que c'était aussi que j'avais ma part de responsabilité dans le fait de m'être attirée dans ces relations-là, pardon. Et j'ai pris conscience de ma façon d'être à la fois donc dépendante et puis dans le contrôle donc de l'autre, et puis aussi d'avoir beaucoup de mal à savoir identifier ce qui était sain pour moi, et à le différencier de ce qui ne l'était pas. J'avais des limites un petit peu floues en quelque sorte. Ouais, non, mais c'est Voilà. ça. Mais on nous apprend pas non plus. C'est On ça. nous apprend très mal. Et puis, bon, bah, bien sûr, tout ça faisait écho à un passé familial un petit peu. À un couple parental, en tout cas, qui n'était pas sain non plus. Voilà. Est-ce que, par exemple, brièvement pour les gens qui nous écoutent, comment tu redéfinirais, toi, une relation justement un peu toxique ou pas saine? Ça serait quoi pour les gens qui savent pas ou Oui. peut-être qu'ils le vivent sans Oui, savoir, oui. comment toi, avec le recul, malheureusement, tu as vécu ça, mais du coup, ça te permet d'en tirer des conclusions. Qu'est-ce que tu définirais comme des comportements pas sains ou en termes de sensations, qu'est-ce que ça fait? Oui. Alors, je dirais que, mais bon, c'est très personnel, j'espère que ça pourra parler. C'est l'impression de chercher tout seul ou toute seule des solutions pour le couple. C'est-à-dire que il y a jamais dans ce genre de relation de mutualité, enfin, de, de réciprocité, de soutien. C'est vraiment un sentiment de solitude profond et permanent. Et la quête, mais comment dire, la quête perpétuelle de solutions qu'en fait qui n'existe pas puisque l'autre ne veut pas en fait partager des solutions avec son partenaire. Et il est plutôt dans une quête consciente ou non de destruction. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, ce que ça m'a fait ressentir, une angoisse, une anxiété croissante, une perte d'estime de moi, euh, au point même de perdre certaines capacités. Cognitive ou physique? Cognitive, physique. Enfin, j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais plus capable d'aller au travail. Je me sentais plus moi-même, donc j'avais perdu une bonne partie de mes centres d'intérêt. Et aussi, je pense qu'une relation toxique isole. Donc, on peut perdre des proches, on peut s'éloigner de ses amis. Alors ça, c'est aussi moi qui l'ai initié dans le sens où j'étais très dépendante. Mais je pense que ça rend aussi très dépendant le fait d'être constamment sur la sellette, avec parfois, comment dire, parfois l'autre nous fait miroiter à un avenir un peu plus radieux. D'ailleurs, tout en disant qu'il va te quitter aussi, c'est quelque chose Exactement. de redondant. Ouais. Oui, oui. Alors oui, dans mon cas, c'était vraiment bon, comme Non, mais ça se dans le cas- retrouve, ça se retrouve dans beaucoup de cas. C'était vraiment la menace d'être quitté, très très fréquente. Donc même chose, consciente ou non, c'est parce qu'on ne correspond pas aux idéaux de l'autre. L'autre remet tout en question, c'est-à-dire qu'au lieu d'engager un dialogue qui soit constructif, la personne va vous dire oh, je suis pas sûre d'être amoureux finalement, voilà. Donc surtout à des moments clés où par exemple moi je venais de quitter la région parisienne, donc j'avais vraiment tout laissé là-bas, enfin dans le sens où j'avais commencé à faire ma vie là-bas, à connaître des gens, à vivre pour moi. J'avais donc euh,
Donc comment une dire, grande indépendance. Oui, Ouais. j'étais indépendante d'une certaine façon. Et puis, j'ai rejoint mon ex-conjoint par le jeu des mutations dans l'académie de Nantes. Et donc, à des moments clés comme ceux-là, c'est-à-dire on se sent un petit peu coincé parce qu'on vient d'emménager avec la personne. Voilà, ces menaces d'être quitté, de ces reproches de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre attend. Voilà, tout ça aujourd'hui, ça me paraît très toxique. Bah, c'est de la projection, ni plus ni moins. Voilà. Et du coup, tu m'avais prêté, je me rappelle, j'amène les gens à lire cette BD qui s'appelle Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Si vous avez des doutes sur votre relation, il y a cette très très chouette BD qui est dispo partout, même en médiathèque, qui résume très bien la relation toxique et qui, à la fin, elle égrène tous les points forts de la relation toxique. Donc je trouve que c'est une bonne... Elle est bien, elle est très bien cette BD. C'est sûr. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de BD, enfin j'en connais pas énormément qui parlent de la relation toxique. Et elle en parle très très bien. Donc je me rappelle qu'à l'époque, moi ça m'avait bien aidé. Oui, c'est vrai. Pour un constat un peu nul, mais... Et il y a un violentomètre à la fin de la BD. Ouais. Alors qu'on peut aussi, je pense, retrouver ailleurs. Mais, sur noustout.org, sur l'Instagram. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc qui m'avait aidé, moi, à repérer certaines caractéristiques voilà, de comportement malsain. Et est-ce que toi, ça te permet aujourd'hui, même si le constat il est un peu amer, c'est un peu compliqué si tu as eu plusieurs relations violentes, est-ce que ça te permet de reprendre le temps, tu disais que tu étais en thérapie, de rebaliser justement ce que tu attends toi d'une relation amoureuse aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Moi, ça m'a permis de mieux appréhender tout simplement ce qu'aujourd'hui je n'accepterais plus. J'accepte aussi de prendre le temps de bien connaître les hommes qui m'entourent et qui sont susceptibles de me plaire. Et je pense même aujourd'hui commencer à être attirée par des profils beaucoup plus bienveillants, beaucoup plus sains et voilà, d'autres types d'hommes. Bah oui, c'est mieux. C'est quand même... Non, mais les mecs sympas, c'est vachement mieux. Et du coup, on parle beaucoup actuellement de la déconstruction autour de la notion de couple. Jusque-là, on nous a présenté un couple globalement hétérosexuel, monogame, exclusif. Est-ce que le fait de vivre des relations pas simples, il y a quand même des choses qui te questionnent? Ou alors tu repartirais, toi, dans un schéma plus classique plus classique, qui est celui qu'on nous propose, ou tu peux envisager, justement, peut-être pour éviter... des névroses ou, comme tu disais, un manque de liberté, d'indépendance. Est-ce que c'est des choses qui te questionnent aujourd'hui sur ce qu'on nous a présenté? Oui, je me questionne beaucoup. Je me suis questionnée à la fois sur le fait d'être hétéro, c'est-à-dire que dans une période de célibat, comment dire, que j'avais quasiment jamais connue, eh bien, moi j'avais l'impression que c'était la fête tout le temps, que je pouvais vraiment tomber amoureuse de n'importe qui, et donc j'ai commencé à me demander si effectivement je pourrais pas finalement être attirée aussi par les femmes. Bon voilà, d'une part je me suis questionnée là-dessus, après je me suis aussi questionnée sur bon finalement il s'avère que je pense être hétéro, mais je me suis questionnée sur la façon dont je vivrais un couple la prochaine fois que je serai en couple, et effectivement le fait de vivre avec la personne avec tout ce que ça implique, en tout cas moi dans mes souvenirs malheureusement, eh bien je ne sais pas si j'en serais capable, ou en tout cas il faudrait vraiment installer beaucoup de confiance, que la relation soit vraiment sereine et puis libre d'une certaine façon. Je laisserai plus jamais quelqu'un entrer dans ma vie, enfin quelqu'un de contrôlant entrer dans ma vie, ça c'est sûr. Et puis aussi concernant peut-être le fait d'être monogame, le fait d'être monogame me questionne beaucoup aussi, quand j'ai moi-même vécu en étant parfois la maîtresse d'hommes qui parfois étaient très bien dans leur relation en plus, a priori, d'après ce qu'ils disaient. Je ne sais pas en fait si la monogamie sur le long terme c'est vraiment possible, mais en même temps je ne l'ai jamais connue, donc je suis pas catégorique là-dessus. Je me dis peut-être que ça existe des gens qui voilà, je pense que chacun peut faire ce qu'il veut. Moi aujourd'hui j'ai l'impression que c'est agréable d'être avec quelqu'un qui accepte qu'on puisse avoir du désir pour d'autres,
qui presque se réjouit du fait qu'on puisse plaire, qui ait assez confiance en lui ou en elle pour se dire qu'on est humain en fait et que l'autre ne nous appartient pas. Moi aussi, j'ai été possessive quand j'étais très jeune, j'ai pu être jalouse, etc. Et c'est quelque chose qui m'est complètement passé. T'as perdu la notion d'appartenance en fait. Ah oui, complètement. C'est génial. Non, je trouve ça très sain. Voilà, donc et puis l'idée aussi que peut-être avec quelqu'un avec qui je me sens bien, je peux expérimenter aussi d'autres types de relations. Donc voilà. Et du coup, justement, on parle du schéma. Je repose la question à quasiment tout le monde. Donc, ce schéma que tu n'as pas, et encore une fois, c'est pas un jugement. Donc, tu es célibataire, tu n'es pas propriétaire de ton appartement, alors que tu pourrais. Hein, tu es prof, la fonction publique, vous avez de l'argent. Avec ce salaire incroyable que vous avez en tant qu'enseignant. Donc, tu es célibataire, tu n'es pas propriétaire de ton appart, tu n'es pas marié. Tu as un chat qui me griffe le visage quand je dors. Merci Lisa de dresser un portrait de ma vie comme ça. Mais écoute, ça me fait hyper plaisir. C'est important pour moi que tu te remettes à ta place. Non, mais est-ce que parce qu'on est loin du je sais pas comment tu te projetais à 20 ans. Moi, j'ai l'impression qu'à 30 ans, j'aurais le combo. J'aurais déjà acheté. Pas du tout. J'ai vraiment pas du tout d'argent. Est-ce que donc là tu dis que tu redécouvres même le célibat que tu n'as pas beaucoup connu. Est-ce que le fait de ne pas être dans le schéma qui était celui de nos parents, est-ce que tu as l'impression que c'est subi? Est-ce qu'au contraire tu en profites pleinement? Est-ce que c'est complètement voulu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'oppresse ou quelque chose qu'on a pu te reprocher de ne pas correspondre à ce schéma de la trentenaire j'allais dire la Sex and the City, non, c'est pas la bonne référence parce que pas du tout. Mais je pense l'idée qu'on se faisait de la trentaine, on aurait déjà trouvé l'homme de notre vie. Depuis la fac, l'espèce de truc qu'on avait en tête, quoi. Au début, donc juste après ma rupture, j'en ai fait des insomnies, j'ai beaucoup angoissé, je me suis reproché énormément de choses, je me suis dit que forcément le problème venait de moi, voilà, vraiment je me suis posé toutes ces questions-là, en tout cas ça a fait surgir une culpabilité énorme. Puis j'ai complètement lâché prise et j'ai commencé à savourer en fait le fait d'être libre pleinement, de pouvoir décider de ce que je voulais faire et être et tout ça. Et donc ensuite à me dire que c'était pas si mal en fait de ne pas correspondre au schéma qu'on continue parfois de vouloir absolument m'imposer. Après je ne suis pas contre ce schéma en fait, j'ai rien décidé, comme beaucoup d'entre nous on fait ce qu'on peut en fait, on n'y est pour rien si on se sépare de quelqu'un. C'est le système D de l'amour, tu sais, on trouve des parades. Oui, alors il y a une partie de ma famille qui pourtant est très bienveillante, mais qui m'a mis un petit peu la pression, des choses comme ça. Je pense que par rapport à d'autres, je la subis relativement peu, donc ça va, mais c'est vrai que ça peut être gênant. Je trouve aussi ça j'ai remarqué, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous, en tant que femmes, à 30 ans, on a bien plus facilement un œil sur nous que si on était donc notre équivalent en masculin. Voilà. Mais globalement, je suis entourée de gens qui s'en fichent et qui sont très bienveillants. En fait, c'était moi le juge le plus sévère, je pense, envers ce que j'avais pas encore fait. Ok. Non, mais c'est chouette de passer de l'autoflagellation à l'acceptation, c'est mieux dans ce sens-là. C'est quand même, non, mais je veux dire, en termes de bien-être. Oui. Parce que la flagellation... non, ça marche pas du tout, hein. C'est à part se faire du mal. Et on va passer sur un contexte plus extérieur. Pareil, une question que je repose souvent. Le contexte économique actuel, il est... Bon, je sais pas si t'avais vu, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Le contexte écologique, on n'en parle pas. Politique, c'est pareil, je vais pas aborder des questions où je vais m'énerver. Comment c'est justement 30 ans dans un contexte économique un peu vaseux, sur une planète qui est plutôt sur la fin, plus près de la fin que du début manifestement. Ça sent le sapin. Ça sent le sapin pour la planète. Comment justement, est-ce que ça engage je sais qu'il y a des gens qui questionnent leur envie d'avoir des enfants là-dessus. Il y a des gens qui actuellement par rapport au contexte économique osent se lancer justement dans des projets plus perso, parce que
je pense que c'est le point commun de beaucoup de trentenaires. On a fait nos études, on a bossé, et 10 ans après, le constat, c'est de se dire, c'était pas ce que j'attendais, pas du tout. Mais c'était pas ça. Mais j'avais pas prévu d'être mal payée et qu'on me parle mal et que je survive. Du coup, j'ai l'impression que ça engage les gens à des choses un peu plus personnelles, parce que quitte à risquer l'aspect pécunier, autant faire des trucs qu'on aime bien. Faire comme par exemple un podcast non monétisé, voilà, dans le but de continuer à pas toucher d'argent. Mais toi, par exemple, tu parlais de reconversion professionnelle. Est-ce que justement, tu as moins peur de te lancer parce que le contexte a fait que, en tant que prof, tu t'y retrouvais peut-être ni financièrement ni mentalement? Et voilà, comment ça fait d'avoir 30 ans en ayant parfaitement conscience du monde? C'est très difficile de ne pas en avoir conscience vu les infos. Et comment tu vis ça? Comment tu vis ton rapport au monde extérieur? Comment ça t'impacte? Oui. Moi, j'ai l'impression que ça a changé mon rapport au temps. Donc, déjà, j'ai l'impression que je suis moins sur de la projection sur du long terme et où la sécurité de l'emploi avait beaucoup de place avant, aussi du fait des pressions que je subissais plus ou moins indirectement. Donc, je suis plus dans l'immédiateté. Je pense que du coup, ça me permet aussi de me concentrer exclusivement sur, et très égoïstement, sur ce que j'aime faire. C'est un bon égoïsme. C'est un très bon égoïsme. Et donc, ça m'a donné un petit peu le courage de me dire, bon, là, ça suffit, quoi. J'en ai marre, en fait, de voir tout m'échapper, alors que je peux faire des choses, alors que je suis en bonne santé, etc. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ah bah si. Voilà. Mais est-ce que t'es impacté, par exemple, on parle d'éco-anxiété, tout ça, par exemple. Est-ce que ça, l'écologie, c'est un truc qui te... Enfin, c'est pas que c'est la fin, mais encore une fois, on a une espèce de délai. Oui. Alors moi, j'ai fait beaucoup d'éco-anxiété pendant le confinement, notamment. C'est là que ça a commencé, vraiment. J'ai commencé à me dire... à vivre vraiment l'urgence comme si c'était... la mienne, et puis c'est la nôtre, bien sûr, donc il s'agit de nous. Mais par contre, concrètement, c'était pas productif, c'est-à-dire que moi, quand je suis angoissée, je ne crée rien, ou ça a paralysé un petit peu mon action. Donc je me suis dit, en fait, je me suis employée à essayer de me détendre, déjà, ce qui n'a pas été une mince affaire, et pour essayer de concevoir le monde dans lequel on vit plus localement, et de cette manière pouvoir vivre un peu mieux, parce que moi ça me rendait malade en fait, tout ça. Donc j'ai commencé à me désintéresser malheureusement de ce qui se passait toujours globalement, pour essayer de m'intéresser plutôt à ce qui se passait localement. Et puis la survie mentale, quoi. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Un moment assez trop compliqué. Et du coup, le Covid, ça t'a impacté? Oui, mais c'est plus humble quelque part d'un côté, quand on n'est plus rattaché à... Ouais. Pardon ? Le Covid, est-ce que... pardon. Le Covid, ça t'a impacté? Tu t'en parlais pendant le confinement? Ah oui. Éco-anxiété, manifestement. COVID, oui, alors c'est pas vraiment le Covid, moi, qui m'a angoissée. C'est le confinement. Mais c'était le confinement. Oui, voilà, on est, je pense, beaucoup à ne pas avoir forcément supporté d'être enfermé. J'ai trouvé ça à la fois... j'ai commencé, je pense, à vraiment concevoir mon métier comme quelque chose qui ne me plaisait pas, puisque j'ai complètement décroché à ce moment-là. En fait, je devais assurer normalement la continuité pédagogique avec mes élèves, et je l'ai pas fait. Enfin, j'étais pas très assidue, j'arrivais à rien. Puis de toute façon, j'étais confinée avec quelqu'un avec qui ça se passait pas très bien, donc forcément, ça n'aide pas. Ah oui, donc énorme prise de conscience du coup pendant le Covid. C'est là que tu te rends compte vraiment que ta relation, bon, c'est pas ouf, que le boulot... Non, mais en même temps, c'est violent. C'est ça. Mais paradoxalement, ouais. C'est très violent. Et en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont pris le temps pendant le Covid de s'asseoir, je dis souvent, s'asseoir à côté de soi-même et de se dire, bon, alors, on en est où? Et du coup, le constat, il était pas agréable pour toi, mais il te permet de mettre plein de trucs en place aujourd'hui. Je pense que j'avais encore des blocages qui m'empêchaient de passer à l'action, mais par contre, effectivement, je pense que ça a commencé à naître et à surgir là, à ce moment-là, à peu près.
Ouais, donc c'est preuve d'une intelligence aussi, parce que on connaît des gens dans le déni, on en connaît tous, donc c'est plutôt... Je sais pas, je trouve ça plutôt pas mal. Donc t'es en train de me dire que je suis pas si con que ça? Ouais, et t'as vu, c'est le premier compliment de l'année, et Dieu sait qu'on est en novembre. Et Dieu sait que je l'ai attendu. Que tu me fais boire des fois pour avoir des compliments, et que rien ne vient. Oui. Mais tu vois. Lisa n'est pas toujours très gentille. Quoi? Non. Coupe. Je suis pas gentille? Non, si, c'est... Ma thérapeute, elle a dit c'est... Faut pas se laisser avoir par attendrir par sa voix très douce. Voilà. Non, ma thérapeute, elle a dit c'est ironie comme mécanisme de défense. Je fais ce que je peux avec mes mécanismes de défense qui sont... c'est eux qui sont pas sympas en fait. Tu arrêtes. Oui. On en reparlera après. Donc le Covid, grosse prise de conscience. Grosse prise de conscience amoureuse professionnelle. Et bah du coup, en fait, là, ce qui m'intéresserait de savoir à l'issue de tout ça, donc on a fait un comparatif sur les 10 dernières années. De toutes ces expériences-là que tu as vécues, certaines plus ou moins traumatiques et d'autres plutôt cool, est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, à 30 ans, là tout à l'heure, tu as parlé de l'immédiateté, justement, de profiter du moment, là, de l'instant présent, plutôt que de projeter trop loin. Est-ce que, justement, au-delà, peut-être ça peut être ça ou autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose de toutes ces expériences cumulées qui font que tu as mis quelque chose en place dans ta tête, qui te sert un peu de leitmotiv ou de leçon de vie qui te permet de plus trouver qui te permet d'avancer, de moins te retrouver dans une situation anxiogène? Est-ce qu'il y a une espèce de leçon de vie ou quelque chose que tu aurais appris de tout ça en fait? Ne plus jamais entrer dans des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, de dépendance ou de comment dire, qui puissent, comment dire, je veille à ce que les gens qui m'entourent puissent m'apporter quelque chose autant que j'espère pouvoir leur apporter quelque chose, je veux dire, voilà, sur tous les plans, enfin c'est vraiment voilà. Pardon, j'ai oublié mais non, mais si, c'est ça, question. ce que tu as appris de tout ça. Que des relations saines. Oui, quoi. c'est ça, des relations saines, pouvoir garder à tout prix donc ma liberté, mon indépendance, enfin que ça ne pose pas problème à l'autre si c'est dans le cas d'une relation amoureuse. Bah même amicale. Et amicale, bien sûr. Il y a des gens qui sont très jaloux en amitié. C'est clair. Non, mais c'est bien. Attends, c'est incroyable. C'est quelque chose, on se pose tellement pas la question dans le schéma qui nous est proposé que entrer dans une relation effectivement amoureuse, amicale ou quelle qu'elle soit, même professionnelle. Puis si, faire quelque chose qui ait du sens par contre. Vraiment. Pour toi, ouais. Qui a du sens, avoir le sentiment d'avoir une utilité quand même aussi. Et puis, au sein de la société. Développer mes compétences, en quelque sorte, aussi. Et Dieu sait que tu en as. Bam, deuxième compliment. Attends, on n'est pas les derniers. Donc, rentrer dans des relations saines, où l'autre respecte pleinement ce qu'on est, dans toute notre liberté. Je dis pour tout le monde, filles, garçons, le monde. Et faire un boulot ou une activité où on se sent utile. Mais c'est quand même pas mal, hein. Du coup, il faut le mettre en place, là, ça y est. C'est ça. Merci le Covid, du coup. Merci le Covid. Merci Macron pour le confinement. Non, mais il faut le dire, on le remercie pas assez souvent, ce monsieur. C'est ça. On est là en critique. Il est incroyable. Attends, il est super. Incroyable. Merci beaucoup, Mona. Mais avec plaisir. Pour ces 40 minutes en tête-à-tête. On va aller boire un café maintenant. C'est ça. On l'a bien mérité. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.